ça veut dire quoi EPS? Éducation physique et sportive. Physique et sportive. Bonsoir les collègues, bienvenue à la soirée de l'éducation physique et sportive. Bon, on est un peu en retard parce qu'il y a beaucoup de monde dans la manifestation parisienne, mais on ne prévoit pas de s'arrêter là puisque visiblement Elisabeth Borne a continué à refuser d'entendre les organisations syndicales. Nous, le SNEP FSU, on continue à lui mettre un carton rouge pour sa volonté de passer en force et on a prévu d'être encore mobilisés tant que la réforme sur la question des retraites ne soit pas retirée. Bonjour Coralie Bénèche, nous sommes donc dans la semaine olympique et paralympique des JOP 2024 et le SNEP FSU a souhaité faire une déclaration à la presse, notamment suite on pourrait dire, à l'opération de communication qu'a lancé le ministre de l'Éducation et la ministre des Sports par rapport à cette semaine-là. Le SNEP, dans son titre de communiqué de presse, est assez, on va dire, engagé et prend une position assez marquée par rapport à ces GOP, puisqu'il a le sentiment que les enseignants d'éducation physique et sportive, aujourd'hui, sont les déshérités, finalement, de ces JOP 2024. Est-ce que tu peux préciser un petit peu le sentiment des enseignants de PS que vous traduisez dans ce communiqué? Oui, bonjour. Je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est effectivement le fait que dans son communiqué de presse, Pape Ndiaye ne parle juste que de la semaine de rentrée sur des activités physiques qui pourraient être proposées et dire que durant l'année scolaire 2023-2024, il y aura des actions aussi proposées aux élèves. Mais en attendant, nous, ce qu'on voit dans les établissements scolaires, c'est la mise en place et la généralisation du 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour dans les écoles primaires qui ne correspond à rien du tout, alors que les 3 heures effectives, normalement d'EPS, qui doivent être réalisées, ne le sont pas, et de moins en moins. Et d'autre part, le dispositif tant vanté des 2 heures de sport qui n'amène pas grand-chose et qui se fait au détriment souvent de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires. Donc, pour nous, pas de grandes mesures, alors qu'effectivement, les Jeux olympiques pourraient être l'occasion de proposer des dispositifs en éducation physique et sportive et d'améliorer en tout cas les conditions de pratique pour les élèves. Donc, pour nous, en tout cas, aujourd'hui, rien n'est fait dans le cadre de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et toutes les mesures qui auraient pu être prises dans l'enseignement de l'éducation physique et sportive ne le sont pas. Revoilà maintenant au SNEP FSU dans notre local pour organiser cette soirée de l'éducation physique et sportive. Alors, une soirée de l'EPS sur un sport co relativement nouveau dans le monde de l'EPS qui est l'Ultimate, qui commence à apparaître de plus en plus dans les programmations et qui vient remplacer d'autres sports collectifs, mais souvent d'ailleurs sur une première séquence d'initiation. Il reste encore beaucoup méconnu de beaucoup de professeurs de PS. La revue Contre-Pied a choisi de réaliser son dernier numéro sur cette activité-là pour en étudier les grandes caractéristiques, les savoirs clés, les controverses et les débats. L'Ultimate, un sport à part entière, souvent présenté comme mixte, mais est-il vraiment une passerelle vers l'égalité? Comment exploiter sa richesse tactico-technique et éducative pour engager une réelle ambition dans les apprentissages en EPS? Une soirée de découverte d'un sport et de ses règles essentielles. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons plusieurs invités. D'abord, Jérôme Visioli. Bonsoir Jérôme, qui est formateur en STAPS de Rennes 2, membre du bureau du Centre PS Société, et je vous le présenterai un peu plus, qui a participé justement à la coordination de ce numéro. Nous avons aussi Karine Guérandel, qui devrait nous rejoindre dans pas très longtemps, si ce n'est déjà fait, non, mais qui va bientôt arriver, qui est maîtresse de conférence à Lille.
Renaud Cara, qui est professeur de PS dans l'académie d'Aix-Marseille et qui présentera des exemples et qui partagera avec nous des situations qu'il propose avec ses élèves sur l'enseignement de l'Ultimate. Aline Mondio, qui nous fait l'honneur en direct de l'étranger de participer à cette soirée-là, qui est capitaine de l'équipe de France et que je vous présenterai tout à l'heure et avec laquelle on aura un premier échange aussi. Et pour finir, Christian Couturier, qui est aussi membre du bureau du Centre PS Société et de l'Académie de Montpellier et qui est avec nous ce soir. Alors, sans plus attendre, Jérôme, on va commencer par toi pour cette première soirée finalement qu'on organise sur l'Ultimate pour te questionner un petit peu sur ce numéro. Tu as plusieurs casquettes, à la fois tu es formateur en STAPS à Rennes 2, mais aussi tu as coordonné au sein de la revue Contre-Pied ce numéro avec plusieurs collègues qu'on a sollicités, qui sont un peu spécialistes de l'activité. Et la revue Contre-Pied a un article qu'elle appelle l'article seul, qui est le premier article qui correspond finalement un peu à la ligne éditoriale du numéro autour de l'Ultimate. Est-ce que tu peux nous dire un peu les grandes lignes de cet article-là? Qu'est-ce que la revue Contre-Pied a voulu présenter et pourquoi surtout la revue Contre-Pied a considéré que l'Ultimate finalement devait avoir toute sa place au sein des programmations de l'éducation physique et sportive à l'école? Bonsoir à tous. Alors, en fait, par le passé, il y a déjà eu plusieurs numéros de contre-pied consacrés à des sports collectifs, plutôt les sports collectifs traditionnels, on va dire, football, handball, rugby, basketball, volleyball. Et là, la volonté du centre, c'était de prolonger cette réflexion en envisageant un sport collectif plus récent, même s'il est plus si récent, mais un sport collectif néanmoins porteur d'une épaisseur culturelle qui nous paraissait a priori intéressante et riche. Nous sommes partis d'un triple constat. Premièrement, l'enthousiasme de certains professeurs de PS pour l'enseignement de l'Ultimate. Deuxièmement, le sentiment qu'on n'a pas pu complètement objectiver, mais d'un développement progressif dans les programmations des établissements, notamment au collège. Et enfin, l'apparition de l'Ultimate dans la liste des APSA de l'Oralin du CAPEPS, même si simultanément, cette APSA est restée, je ne sais plus, 1 année ou 2 années, et ensuite a été supprimée. Donc, voilà plusieurs éléments qui nous ont un petit peu travaillé initialement. Et notre volonté a été de mettre à l'étude ce sport collectif, c'est-à-dire évidemment de mettre en évidence ses intérêts, mais aussi d'en discuter sérieusement, c'est-à-dire de ne pas en rester à des évidences, à une analyse un peu superficielle ou de sens commun. Pour répondre à ta question, Bruno, si l'Ultimate gagne, selon nous, à trouver une place aujourd'hui à l'école, c'est parce qu'elle est porteuse d'une certaine originalité. On peut parler d'un rapport à la culture sportive originale. C'est une pratique hybride, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un jeu de plage qui vient de Californie, dans un esprit fun. Il y a une proximité avec les activités de pleine nature, dans l'exploitation avec le vent. C'est aussi un sport collectif qui résonne avec le football américain sur certaines dimensions du terrain, par exemple. C'est un sport collectif qui résonne avec le basketball en ce qui concerne la règle de non-contact et le pied de pivot. Donc, en fait, et puis c'est devenu un véritable sport institutionnalisé, donc une pratique hybride qui nous semble potentiellement intéressante pour engager tous les élèves en EPS. Ensuite, il y a un rapport original évidemment à l'objet. Tous les autres sports collectifs utilisent un ballon. Là, c'est un disque qui a des caractéristiques intéressantes. Le disque va pouvoir voler plus longtemps, d'où on va y venir tout à l'heure, la question de la passe longue. Et puis aussi, ça autorise à des trajectoires qui sont non seulement droites, mais aussi courbes pour contourner des défenseurs. Ça ouvre aussi à des techniques de catch ou de réception du disque qui sont originales, qui sont intéressantes dans les airs, éventuellement dans des positions acrobatiques. Et enfin, l'Ultimate engage les élèves dans un rapport à la règle et à l'autre qui est intéressant à analyser. En effet, c'est un sport collectif qui s'appuie non pas sur un arbitrage au sens classique du terme, mais sur un système d'auto et de co-arbitrage. Et en fait, ça invite un peu à un autre
penser un autre rapport à la règle, mais qui sera aussi à discuter, on va le voir tout à l'heure. Donc, pour finir, enseigner l'Ultimate aujourd'hui en EPS, ça nous semble vraiment intéressant pour toutes ces raisons. Et en même temps, il n'y a pas de magie de l'Ultimate. Et comme dans les autres sports collectifs, ces enjeux éducatifs ou cette richesse, elle est évidemment dépendante des choix didactiques et pédagogiques de l'enseignant, d'une part, et puis des éléments de contexte, hein, avoir du bon matériel, des bonnes installations, etc. L'Ultimate, ça marche, mais à certaines conditions. Et donc, on a voulu creuser autour de cette question. Merci Jérôme. Alors pour poursuivre justement sur ce que tu disais sur la question des règles, la revue Contre-Pied a souvent présenté dans plusieurs numéros, lorsqu'elle aborde la question des sports co, le pouvoir que donnaient les règles aux élèves. C'est-à-dire que ça ouvre des pouvoirs d'agir et c'est pas simplement une liste d'interdits. D'ailleurs, à ce sujet-là, autour des règles et des pouvoirs que le donne, il y a un article très intéressant de Vincent Peltre dans le numéro. Et moi, j'ai été marqué autour de cette question-là, notamment sur le ralentissement du jeu qui semblait être nécessaire à travers plusieurs intervenants qui sont revenus sur ce sujet-là en disant que peut-être qu'une des voies de progrès au début, c'était d'accepter ce ralentissement du jeu aussi, qui est peut-être une des caractéristiques, notamment à partir des règles du jeu, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux un peu préciser autour de cette idée-là ce qui semble ressortir de l'analyse de l'activité? Donc effectivement, au centre EPS et Société, il y a toujours un ancrage réflexif dans la compréhension. C'est pas simplement la connaissance des règles, c'est vraiment la compréhension des règles et de leurs incidences, de leurs relations avec l'activité tactico-technique qui va être développée. Donc, il y a l'article de Vincent Peltre qui aborde ça, et puis celui de Stani Poirier aussi. Une des difficultés, en fait, pour les profs de PS, et c'était mon cas aussi, puisque je suis handballeur au départ, c'est de réussir à bien cerner les éléments de transversalité et de spécificité en Ultimate par rapport aux autres sports collectifs. Quand j'ai commencé à enseigner l'Ultimate, moi, je faisais du handball avec un frisbee. Ce qui fonctionne potentiellement, mais en même temps, il y a une vraie richesse réglementaire en Ultimate, spécifique, qu'il ne faut pas respecter parce qu'il faut respecter, mais parce qu'elle engendre potentiellement des transformations intéressantes chez les élèves. Cette bonne compréhension des relations entre le cadre réglementaire, les règles qu'on va mettre en place et l'activité des pratiquants, des élèves, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour pouvoir les moduler, les adapter en fonction des objectifs de progrès que l'on choisit, et puis aussi évidemment pour prendre en compte l'hétérogénéité des élèves qui caractérisent les cours d'EPS. Donc, pour rappel, il y a des spécificités fortes, notamment autour du porteur du frisbee, qui ne peut pas se déplacer. Hein, c'est vraiment une contrainte très forte. Il peut juste utiliser un pied de pivot. Par opposition, le défenseur, lui, n'a pas le droit au contact. Hein, il doit rester à distance. Par contre, il a possibilité d'engager un décompte qui est variable en fonction de l'Ultimate indoor ou outdoor, et ça permet de mettre une pression temporelle néanmoins sur le porteur de frisbee. Et une autre spécificité réglementaire, c'est qu'on récupère le frisbee soit en l'interceptant, soit en le faisant tomber au sol. Alors soit c'est l'attaquant qui le fait tomber, soit je peux aller le toucher et le faire tomber au sol. Donc tout ça, ça amène ça a des incidences très fortes sur l'activité des pratiquants. Et donc pour en venir à ta question, ta seconde question, c'est la question du rythme. La question du rythme, c'est fondamental dans tous les sports collectifs. Par exemple, le handball, actuellement, c'est vraiment un sport où tout s'accélère, et en même temps, bien jouer au handball, ça nécessite de ralentir le jeu. En Ultimate, en fait, il va y avoir tout un travail autour de l'exploitation du temps disponible pendant le décompte engagé par le défenseur, éventuellement le fait de pouvoir faire des petites passes de conservation qui vont permettre de remettre le compte du défenseur à zéro. Et en fait, ce temps, on peut considérer qu'effectivement, il est censé conserver le frisbee et ralentir le jeu, mais c'est pour mieux ensuite accélérer, notamment autour de la passe longue. C'est ce dont on va parler, il me semble, juste après. Alors oui, justement, tu fais référence à la passe longue. Dans le numéro, vous faites le choix de la passe longue comme un moment de bascule du point de vue de l'enseignement. Et en disant que ça serait
un objet d'étude qui serait particulièrement intéressant à valoriser pour approfondir l'activité et pour peut-être ressentir vraiment toute la dimension et l'épaisseur de cette activité. Alors, ça vient un peu en rupture par rapport à souvent une présentation qui est faite de l'ultimate comme un sport qui serait propédeutique au démarquage, mais qui presque n'aurait pas beaucoup plus d'intérêt qu'un premier cycle d'initiation et qui devrait ensuite être continué par d'autres sports presque qui prendraient plus lettres de noblesse aux yeux des professeurs de PS. Est-ce que tu peux un peu commenter ce choix-là didactique que vous avez réalisé? Alors, le centre PS et Société, à chaque fois qu'il y a un contre-pied, le point névralgique, c'est souvent de trouver ce fameux contre-pied, c'est-à-dire quel est l'axe qui nous semble le plus intéressant pour orienter l'enseignement de l'EPS en termes d'engagement des élèves, mais aussi en termes de progression. Donc là, il y a souvent des débats. En ce qui concerne les réunions, les échanges qu'il y a eu autour de l'Ultimate, en fait, il y a quelque chose qui a émergé, c'est effectivement cette passe longue, la recherche de passe longue qui a été associée dans les mots d'enseignants d'EPS spécialistes notamment, un véritable moment de bascule, un cap qui permet de basculer en termes de qualité de jeu. Donc, la passe longue, elle est associée dans l'Ultimate à haut niveau à des émotions saillantes. Évidemment, c'est le moment où on peut réaliser de belles trajectoires dans les airs. Alors, elles sont en même temps belles et elles sont aussi efficaces, voire efficientes. Et puis, c'est aussi faire des passes longues, engager dans les non-porteurs dans des courses rapides pour aller catcher le frisbee dans les airs, parfois en situation acrobatique. Donc, souvent, quand il y a un article avec des entretiens de sportifs de haut niveau dans le numéro, et quand on leur demande les moments marquants de leur sport, souvent c'est associé à cette passe longue. En badminton, on dit souvent, quelqu'un qui a fait du badminton sait que quand on s'engage dans un match, celui qui gagne le rapport de force en dégagé, souvent il a vraiment un avantage considérable. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. L'équipe qui domine le secteur du jeu long prend un sérieux avantage dans le rapport de force. Donc, nous avons proposé d'en faire un choix didactique dominant pour l'enseignement en EPS. Alors, il ne marque pas une rupture par rapport au jeu court. Le jeu court, évidemment, on va voir, je vais développer, c'est important, mais il marque une rupture par rapport à des enseignements de l'Ultimate qui en resteraient uniquement à un travail sur du jeu court. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en valorisant la passe longue, on ne valorise pas la technique uniquement. C'est une exigence qui nécessite évidemment pour là où le porteur de disque de progresser techniquement, mais aussi tactiquement. Et ça nécessite aussi, ça engage un progrès pour là où le non-porteur, parce qu'il va devoir explorer des démarquages explosifs associés à de grandes courses vers l'avant. Donc en fait, la passe longue, on l'a mis en avant, mais comme une orientation vers une nouvelle organisation collective, une bascule plus qualitative du jeu qui devient plus riche. Être capable de jouer en passe longue, ça ouvre à l'exploitation des espaces, ça ouvre à l'alternative jeu court, jeu long, et aussi ça ouvre à des variations dans le rythme du jeu, c'est ce dont je parlais juste avant. Donc au final, cet objet d'étude consiste à accompagner toutes et tous les élèves dans la construction progressive d'une distance de passe optimale, parce que la passe longue, évidemment, on ne va pas l'envisager de la même manière au fur et à mesure du progrès des élèves, mais des passes quand même de plus en plus longues, en l'associant à une recherche de pertinence des choix collectifs réalisés en cours d'action pour progresser vers la cible adverse. Merci Jérôme. Bon, tu restes avec nous de toute façon, on va continuer la discussion autour de cette activité. Alors, Aline Mondio, tu es donc capitaine de l'équipe de France, tu es du club de Noisy-le-Sec qui s'appelle Is No Good et tu fais partie de l'équipe des filles qui se nomme les Yaka, si je ne me trompe pas, mais si je me trompe, tu corrigeras mes erreurs. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, un peu dans la continuité de ce que vient de dire Jérôme, c'est de dire, mais finalement, est-ce que tu es d'accord, toi, en tant que pratiquante de haut niveau, que cette idée de la passe longue, est-ce que pour toi, elle est importante dans l'activité, et si elle est importante, pourquoi?
Bonsoir tout le monde. Déjà, je ne peux aller que dans le sens de Jérôme. On ne s'est pas rencontré, Jérôme, c'est chouette de lire d'avoir cette lecture scientifique de notre pratique. Et je crois qu'en effet, la passe longue, c'est le moment un peu charnière du rapport de force à l'Ultimate. On le sent directement quand des équipes maîtrisent ce secteur de jeu. Ils peuvent facilement prendre le dessus sur une équipe qui, justement, a un peu plus de difficultés. Et toi, en tant que pratiquante, donc pourquoi au-delà du côté du rapport de force, Jérôme évoquait aussi le côté du temps suspendu, cette passe longue. Beaucoup de pratiquants nous ont parlé de l'émotion ressentie aussi de ce moment-là. Alors, est-ce que toi, tu valides cette idée-là? Est-ce que toi, en tant que pratiquante, effectivement, et les pratiquants et pratiquantes, vous trouvez que ce moment-là est important dans le jeu? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors déjà, moi je joue principalement en outdoor, donc sur un grand terrain en herbe qui mesure 100 mètres de longueur. Je crois que la passe longue et être capable de traverser tout le terrain en une passe, c'est une grande satisfaction et on a beaucoup d'émotions dans ce geste technique-là. Moi j'ai un rôle dans mon équipe principalement on dit de handler, c'est-à-dire celui qui distribue un peu le jeu, qui va être plutôt le lanceur par rapport au receveur qui court. Donc j'ai cette vision un peu de technicien, mais je ne peux pas jouer toute seule et du coup c'est sûr que une grande course ça procure aussi d'autres sensations et d'autres particularités un peu physiologiques même qui sont super recherchées par les athlètes. Et puis pour pouvoir jouer, mener, je suis capitaine, je mène mes équipes dans les matchs. On a souvent ce discours-là en début de match de devoir ou vouloir faire peur en tout cas à l'adversaire avec notre jeu long. C'est-à-dire si on veut s'ouvrir des espaces, et l'Ultimate c'est un jeu où on doit créer des espaces ou libérer des espaces pour que le disque avance plus facilement, il va falloir développer ce secteur de jeu-là. Soit on arrive à marquer directement avec des passes longues et c'est moins fatigant, entre guillemets, soit l'adversaire va devoir couvrir ce secteur-là et dans ce cas-là, on va pouvoir alterner avec du jeu court. Et ne pas maîtriser un secteur de jeu, ça rend beaucoup plus difficile l'attaque, l'offensive en fait. Voilà. Donc il faut du jeu long. Alors, tu commences à aborder un peu les dimensions tactiques du jeu là et les caractéristiques un peu du haut niveau. Alors moi je serais intéressé pour que tu approfondisses un petit peu cette dimension-là. Donc toi tu as quand même à ton actif plusieurs matchs à haut niveau avec l'équipe de France et tu as rencontré aussi d'autres nations. Est-ce que sur les matchs que tu peux réaliser, que ce soit dans ton club ou en équipe de France, est-ce que tu peux arriver à identifier quelques traits, quelques grandes règles tactiques qui commencent à émerger dans le jeu de haut niveau aujourd'hui? Alors, il y a encore quelques années, on résumait un peu l'Ultimate en disant il y a l'Ultimate nord-américain, c'est du jeu long. Voilà, très athlétique, on lance des longues passes et les coureurs iront les chercher. Maintenant, on est un peu plus, je trouve, précis dans notre vision de l'Ultimate parce que ça se développe beaucoup et le haut niveau est beaucoup plus diffusé sur toute la planète et pas qu'en Amérique du Nord. Et maintenant, on alterne plus sur la tactique, justement, comment les équipes libèrent les espaces. Où est-ce qu'on place nos joueurs pour attaquer des espaces et sans parler de jeu long, c'est-à-dire, je trouve que les équipes, et on est obligé de passer par là, une vraie réflexion tactique sur l'organisation de jeu. On n'est plus sur seulement de la technique pure ou de la technique athlétique. On est sur de l'organisation, du rythme. La question aussi sur le rythme de jeu, c'est-à-dire varier, prendre l'adversaire à défaut, savoir ralentir le jeu. Voilà, c'est des choses que je joue depuis plus de 20 ans. On parlait pas beaucoup de ces dimensions-là il y a encore 10 ans, quoi. Maintenant, on est beaucoup plus sur l'organisation tactique, des variations de rythme, voilà. Donc, c'est pas que de la technique, c'est pas que du physique. On met un peu plus de cerveau. Alors, Renaud, Cara, donc toi, tu es professeur de PS à l'Académie de Marseille. Cette idée de passe longue, est-ce qu'elle résonne aussi pour toi dans ce que tu peux proposer avec tes élèves dans les séances que tu as pu réaliser sur l'enseignement de l'Ultimate? Ouais, alors bonsoir tout le monde. Ce que je trouve intéressant dans la notion de passe longue, c'est qu'en fait, c'est une notion qui est purement subjective
et que la passe longue de haut niveau, ce sera pas la même qu'une passe longue du débutant. Et ce que je trouve intéressant dans le débat, c'est que, enfin, qui n'est pas forcément un débat d'ailleurs, plutôt une discussion où on est assez d'accord, c'est que la passe longue chez le débutant, elle peut ne faire que 10 mètres et elle va procurer les mêmes émotions qu'une passe longue de 80 mètres chez un joueur de haut niveau. Et en ça, je pense qu'il faut orienter assez rapidement les élèves vers cette notion de distance de passe. C'est un critère évident de qualité de passe et donc de maîtrise de l'engin, en fait. Et c'est pour ça que l'intervention que je souhaitais faire sur la passe longue, c'est que moi, je suis pour qu'on aborde immédiatement ce terme avec des élèves. Et jouer en largeur, donc moi, je pratique l'Ultimate en gymnase. On pourra peut-être d'ailleurs en reparler de pourquoi l'Ultimate est programmé, pourquoi il n'est pas, en fonction des académies, en fonction du lieu où on enseigne. Enfin, c'est vraiment, comme l'a dit Jérôme, c'est des histoires de discussion d'équipe EPS à avoir pour la programmation. Mais donc, moi, je pratique en gymnase, et les situations que je propose en largeur amènent à la passe longue, mais finalement à une passe longue qui est plus courte que ce qu'on pourrait entendre chez un athlète de haut niveau. Donc voilà, et donc l'émotion procurée par une passe qui fait une dizaine de mètres chez un débutant, elle est complètement équivalente à celle qu'un joueur de haut niveau peut maîtriser lorsqu'il envoie en zone sur une passe de 80 mètres. Merci Renaud. Alors c'est vrai que souvent dans les soirées de l'EPS sur les activités, on aime bien questionner et interroger les sportifs ou les entraîneurs de haut niveau, non pas pour dire qu'il faut obligatoirement immédiatement le reproduire dans les séances d'éducation physique et sportive, mais pour essayer de comprendre les grandes tendances qui aujourd'hui marquent le sport et l'évolution du sport. Et on trouve que sur la connaissance de l'activité, c'est toujours très intéressant, notamment sur le renouvellement des savoirs, parce qu'on peut parfois penser que certains savoirs sont complètement dépassés, et on s'en rend compte que le haut niveau est en train de s'en resservir, de les remanier. Ça permet de montrer qu'une activité est en vie. Et alors peut-être une dernière question, Aline, que je voudrais te poser sur le côté de l'international, puisque la France, si je me trompe pas, on peut pas dire qu'on est la nation aujourd'hui qui sommes les premiers sur l'ensemble des rencontres internationales, et qu'il y a d'autres nations qui gagnent. Alors, est-ce que tu arrives, toi, à identifier pourquoi ils sont plus forts que nous, et même sans être forcément plus forts que nous, quel type de jeu ils peuvent développer qui est différent du jeu qu'on peut nous développer? Voilà, est-ce que tu peux avoir un petit regard, un petit balayage de l'international sur ces grandes caractéristiques du jeu, si tu arrives à en identifier 2, 3 qui peuvent être intéressantes pour mieux connaître l'activité. Alors, pour contrebalancer un petit peu ton discours, la France est rentrée dans le top 8 mondial, ce qui est très récemment, ce qui est quand même un très bon résultat, le meilleur de l'histoire du Ultimate. Et on a participé l'été dernier aux World Games, donc c'est les petits Jeux Olympiques pour l'Ultimate. En tout cas, c'est au plus haut niveau. Donc la France maintenant est dans ce top mondial, mais on ne les a pas gagnés. En effet, on a fini 6e, et je crois que là où d'autres nations arrivent à garder leur avance, en tout cas, c'est quand je parlais de variation de rythme, c'est peut-être variation de jeu, c'est-à-dire que nous, on est en train de se dire, ça y est, on a ce jeu long, par exemple, on a des très gros techniciens, on a des athlètes qui maintenant se préparent physiquement, qui maintenant ont des vraies préparations de sportifs quasi professionnels, parce qu'il y a 0 professionnel en France, mais voilà, on a cette préparation-là. Mais par contre, on a peut-être quelques trains de retard sur la variation de jeu, et je crois que la Colombie, les États-Unis au niveau mondial, là, on performait au World Games avec un petit jeu très, très, très vif, très rapide, des contre-attaques très rapides. Là où la France, étant donné qu'on est peut-être en train de physiquement d'atteindre doucement nos limites, quand on récupère des disques, on prend le temps, on est dans un rythme serein d'Ultimate, on veut être dans la maîtrise, là où les autres sont en train de vouloir remettre le jeu rapidement en route, maîtriser en faisant vivre le disque très rapidement. Je pense qu'on a 2 styles encore un peu différents sur la pratique. Ouais. Merci beaucoup. Bien entendu, tu peux intervenir dans la soirée comme te semble, si tu as envie de réagir par rapport à ce que tu entends, justement à partir de ton expérience de pratiquante. Alors, l'Ultimate est présenté comme une activité mixte, et très souvent on la valorise par sa dimension de la mixité. Alors,
On sait bien que la question de la mixité n'est pas forcément la question de l'égalité. C'est important de le souligner. Et on va pouvoir en discuter avec Karine Guérandel, qui a travaillé, qui a regardé cette activité il y a quelque temps dans un travail de recherche qu'elle a réalisé, qu'elle a publié un article d'abord dans des revues scientifiques, mais là, plus récemment dans la revue de EPS, juillet ou septembre 2022, que vous pouvez retrouver, que je vous invite à lire pour prolonger justement la réflexion sur cette activité. Alors, moi, Karine, la première question que je voudrais te poser, les inégalités sexuelles semblent être moindres, je dis bien semblent, a priori, de ce qu'on peut entendre dans le discours, que dans d'autres APSA. Certains évoquent notamment peut-être la nouveauté qu'elle peut représenter en éducation physique et sportive, lorsqu'on prend le prisme de l'EPS dans le monde scolaire, mais aussi peut-être l'absence de contact. Alors, est-ce que vraiment, ma première question, tu trouves que l'Ultimate, à partir de ce que tu as pu observer, c'est une activité mixte? Alors, d'un point de vue fédéral, je précise, je suis ravie de vous écouter tous. Moi, je suis pas du tout une joueuse Ultimate, je maîtrise pas la pratique. Moi, d'un point de vue fédéral, l'Ultimate est effectivement l'un des rares sports collectifs qui se joue en mixité. Donc là, les garçons et les filles peuvent jouer sur le même terrain au sein d'une même équipe en compétition. Ce que je trouve important de dire, c'est que les éléments invoqués pour faire accepter la mixité aux pratiquants sont de 3 ordres. La distance entre les corps, avec l'absence de contact et donc de corps à corps violent. Les caractéristiques techniques induites aussi par l'instrumentation spécifique, la légèreté, la maniabilité du disque, qui solliciterait davantage l'adresse que la force. Et les caractéristiques symboliques avec la mise en avant du fair play, donc qui se concrétise, on l'a déjà dit, dans l'auto-arbitrage et le rejet mais aussi, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu observer, par le rejet de la compétition exacerbée. Le jeu est censé toujours primer sur les enjeux. Et donc ça renvoie à des valeurs socialement situées dans l'espace social, pour aller vite, plutôt du côté de la petite bourgeoisie dotant de capital culturel, les professions intellectuelles, les cadres et professions intermédiaires du secteur public. Alors, ceci étant dit, d'un point de vue sociologique, cette manière de penser la mixité ne bouleverse pas les rapports sociaux de genre et les stéréotypes sexués naturalisés. En fait, on continue de considérer que les femmes sont physiquement moins fortes que les hommes, mais du coup, dans une pratique où la distance est de mise, où le rapport au corps violent est proscrit et où l'agilité prime sur la force, alors la mixité devient possible. Alors, pour en venir à l'EPS, l'école n'a pas attendu l'Ultimate pour promouvoir la mixité dans le sport et notamment dans les sports collectifs. En EPS, toute activité peut être pratiquée en mixité et c'est en cela que le rôle de l'enseignant dans la construction de cette mixité est central et ce, quelle que soit la pratique. Donc, alors, je vais faire court pour répondre clairement à ta question. Est-ce que l'Ultimate est vraiment une pratique mixte? Je dirais que d'un point de vue fédéral et réglementaire, oui. D'un point de vue scolaire, via l'EPS, je dirais pas plus, pas moins qu'une autre pratique, car finalement, tout dépend de l'organisation pédagogique et didactique de l'activité par l'enseignant. Le handball n'est pas mixte en compétition fédérale, mais peut l'être en EPS. Et si à l'échelle fédérale, l'Ultimate est mixte, dans certaines catégories, c'est une pratique qui peut devenir non mixte si l'enseignant d'EPS le décide. Et d'un point de vue sociologique, je rappelle qu'il n'y a pas de pratique mixte ou non mixte par nature ou en soi, mais que la ségrégation sexuée dans le sport relève d'un choix historique et politique, reposant sur 2 éléments, le souci d'égalité des chances de victoire et la disparité biologique des corps sexués, pensée comme forcément défavorable aux filles et aux femmes et biologiquement immuable, dont la preuve irréfutable se trouverait dans les écarts de performance entre les records féminins et masculins. Donc finalement, en sociologie, il y a beaucoup de travaux qui montrent que les corps constituent des lieux par excellence de la naturalisation des inégalités et des hiérarchies socialement construites. D'accord. Alors, pour prolonger un petit peu justement cette réflexion et ce regard sur la question de la mixité, prenons dans le sport même organisé fédéral, d'ailleurs Aline peut-être pourra témoigner aussi de ce que je vais dire, c'est que quand on regarde, y compris dans des pratiques mixtes, on constate que les garçons ont tendance à charger beaucoup les garçons et les filles plutôt les filles, et qu'il y a à nouveau cette redistribution, comme tu disais, du point de vue des corps qui s'établit, y compris dans une pratique a priori mixte. Alors, moi, la question que j'ai envie de te dire, c'est que on voit bien là que mixité ne signifie pas forcément égalité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus autour de ce que tu as pu observer, puisque justement, dans tes travaux, tu es rentré plus en profondeur sur cette observation qui,
sauter pas forcément aux yeux a priori. Oui, ouais. Alors si je pars de l'enquête, hein, dans le cadre des observations de clubs que nous avons menées auprès d'une équipe de jeunes adultes, donc c'est de la compétition loisir, hein, c'est pas du sport de haut niveau. On voit durant les entraînements effectivement que l'équipe mixte constitue un espace social hiérarchisé, mais alors moins en fonction du sexe des joueurs qu'en fonction du niveau de compétence dans la pratique et du degré d'ancienneté. Bon, tout en sachant que les anciens et les plus performants sont des hommes dans le club enquêté. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est que lorsque les enjeux de victoire prennent le pas sur le jeu, c'est-à-dire durant les phases de match, en tournoi, là, le genre devient structurant. C'est-à-dire, alors le genre entendu comme le système social qui produit une distinction, une hiérarchisation des individus sur la base de leur assignation de sexe. Alors et donc c'est ce que tu dis, donc lors des matchs, l'usage des techniques sportives, les temps de jeu, les rôles de chacun, les personnes que l'on marque, donc divergent entre le groupe des hommes et le groupe des femmes, et ce, quel que soit leur niveau de jeu. Je peux prendre un exemple. Les hommes tentent des gestes réputés difficiles et spectaculaires, risqués, passes longues, courbes, réception à une main, etc. Alors que le jeu des femmes présente davantage de simplicité, de prudence, passe court, trajectoire rectiligne, réception à deux mains. Et ces différences ne témoignent pas d'une moindre technicité des joueuses, puisque ces dernières réalisent les mêmes gestes que les hommes au cours des phases de travail de passe et de réception durant les entraînements. Donc les pratiquantes qui adoptent des techniques valorisant la régularité et la fiabilité des performances, contrairement aux hommes, agissent de manière à limiter au maximum les erreurs pouvant handicaper l'équipe et remettre en question la légitimité de leur place sur le terrain lors des matchs. Et c'est ce qu'elles disent aussi dans les entretiens quand on les questionne sur cette différence de jeu entre les entraînements et les matchs. Donc oui, effectivement, la mixité construite par les joueurs au sein du club enquêté ne permet pas vraiment de renverser la légitimité et la naturalité du genre, même si quand même, sous certaines conditions, ça participe à questionner, à reconfigurer les hiérarchies sexuées, parce qu'on a une jeune femme qui est présentée comme la meilleure, qui fait partie au fur et à mesure de l'année d'observation comme la meilleure du club, alors que c'est une nouvelle, qu'on a un homme qui est un ancien qui est considéré comme un des moins performants de l'équipe. Donc il y a des choses qui se retravaillent, mais pas de manière systématique. Et donc oui, la mixité sexuée sur le terrain ne garantit pas nécessairement l'égalité entre les sexes. C'est pas des termes synonymes en fait. La mixité, c'est la coprésence, alors que poser comme principe l'égalité. Et là, si je reviens à l'EPS, poser l'égalité des sexes en EPS comme un principe, c'est considérer en fait que ces inégalités entre les sexes en EPS sont injustes, sont illégitimes et donc interprétables en termes de discrimination. Alors là, ça renvoie ensuite à la question de c'est quoi une inégalité, etc. Mais je vais peut-être pas développer là-dessus. Merci. Alors, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, pardon, excusez-moi, donc on est sur l'Ultimate. Merci de partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, afin que la soirée soit le plus visible possible sur nos réseaux sociaux. Alors, on a avec nous plusieurs invités, et je me tourne maintenant à nouveau vers Aline Mondieu, qui est donc capitaine de l'équipe de France féminine, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que j'ai dit féminine, mais peut-être que tu vas me corriger en me disant que non, tu joues en mixte, et donc c'est bien de l'équipe mixte. Donc, est-ce que ce que dit Karine Guérandel, donc qui est maître de conférence à l'université de Lille, est-ce que tu t'y retrouves justement dans ces pratiques-là à haut niveau? Peut-être que tu joues toi en libre et en d'autres catégories. Voilà, est-ce que tu peux préciser même, et aussi pour nos auditeurs, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas forcément comment est organisé le haut niveau du point de vue de la pratique de l'Ultimate. Et puis après, Karine, je reviendrai vers toi pour une dernière question. Alors, je suis, capitaine de l'équipe de France féminine et j'ai joué, je pense, les bons 3/4 de ma carrière en féminin, mais j'ai des connaissances en mixte. On est en ce moment en train de jouer le championnat de France mixte, donc on est vraiment dans une saison mixte. J'ai joué les World Games qui se jouent en mixte également. Donc, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, Karine, mais je mettrai un peu des bémols, bien sûr, sur l'aspect... c'est un débat qu'on a au sein même des joueurs et des athlètes. Est-ce qu'on est une équipe mixte? Est-ce que ça joue mixte? C'est des phrases qui reviennent souvent, ou des critiques de « on joue pas assez mixte », c'est-à-dire les filles ne touchent pas assez de disques, par exemple. Moi, c'est un débat que j'aime pas trop parce que ça sous-entend il faudrait qu'on touche le même nombre de disques que les garçons, que les hommes, ou qu'on ait un temps de jeu égal. Ça revient sur l'égalité un petit peu. Et je pense que c'est plus des philosophies d'équipe, c'est-à-dire les forces des équipes
peu importe le genre, mais si l'athlète est performant dans un secteur de jeu, on va s'appuyer sur lui, que ce soit une femme ou un homme, à mon sens. Mais c'est vrai que c'est un débat qui revient très souvent au sein des équipes. Moi, j'aime bien dire qu'en mixte ou en ultimate, en fait, on a besoin de son coéquipier ou de sa coéquipière pour faire avancer le disque, pour marquer des points, peu importe le genre, en fait. Mais quand on joue en mixte, je vais avoir besoin de mon coéquipier homme, puisque je suis une femme et homme, pour pouvoir faire progresser le jeu ou pour me libérer des espaces. Enfin, dans la tactique, on a besoin que tous les joueurs soient impliqués, sans forcément le fait de toucher un disque ou pas. Mais c'est vrai que c'est difficile quand il y a des hétérogénéités de niveau au sein des équipes de faire entendre un peu qui participe au jeu et souvent de voir ce jeu sans disque, cette participation un peu invisible sur un terrain mais qui est très importante. C'est plutôt ça qu'il faut réussir à mettre en avant pour inclure tout le monde, pour que l'ultimate mix soit plus inclusif en se disant que c'est pas seulement celui qui lance ou celui qui marque le point qui a participé au jeu, mais c'est tous les autres qui ont libéré les espaces. Et ça, c'est plus difficile à mettre en avant. Merci Aline. Alors, pour en rajouter peut-être du point de vue de la discussion et de la complexité du débat qu'on est en train de mener, quand on parle de mixité, très souvent, on parle de mixité garçon-fille. Et on oublie aussi que dans le terme mixité, il y a la question aussi des origines sociales. Tu l'as un peu abordé dans la première réponse en disant que l'ultimate aujourd'hui concerne essentiellement des classes sociales favorisées, classes moyennes. Et d'ailleurs, dans les déplacements des sportives et des sportifs de haut niveau, c'est eux qui se payent l'ensemble des déplacements. Les fédérations ne participent que quasiment pour rien. Et ça, c'est quand même une marque particulière, y compris pour l'équipe de France. Et Karine, dans ton article en 2012 que tu as réalisé avec Beria, tu me diras si je dis bien son nom pour pas trop l'écorcher, je te cite, tu dis « En raison de ses caractéristiques techniques et symboliques, l'Ultimate constitue un espace privilégié d'expression des dispositions des joueurs enquêtés issus de classes moyennes et inscrit dans une logique de désenchantement à l'égard du sport. Ce loisir leur permet de se distinguer des pratiques populaires fortement différenciées d'un point de vue sexué et d'afficher une certaine distanciation à l'égard de la compétition. » Alors, le débat, le petit débat, parce qu'on pourra sans doute pas aller très loin, mais qu'il faudrait prolonger, mais malgré tout, dans la non-programmation du football en éducation physique et sportive. Les enseignants de PS évoquent le fait que beaucoup de valeurs de cette activité-là ne seraient pas conformes à la culture scolaire. Et moi, j'aurais envie de dire de façon un peu provocante, peut-être, que des valeurs peut-être trop populaires pour l'école. À l'inverse, l'Ultimate, il semble être valorisé pour des valeurs qui seraient plus conformes à celles de l'école, on pourrait dire peut-être plus proches des valeurs des classes moyennes. Des valeurs qui, comme tu l'indiques, se distinguent notamment des classes populaires. Alors, est-ce qu'on n'assiste pas dans ce choix, au sein de la programmation de l'Ultimate dans l'école, finalement à une survalorisation de la culture des classes moyennes? Alors, je vais avoir peut-être plusieurs niveaux de réponse parce que moi, je me permettrai pas de parler de la programmation en général. J'ai pas vraiment travaillé là-dessus, mais bon, effectivement, pour revenir sur l'enquête, ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. C'est que on a montré que les membres de l'équipe étudiés, en tout cas, vraiment, c'est contextualisé à l'équipe. On généralise pas à l'ensemble des clubs d'Ultimate français. Mais majoritairement, ils étaient issus des classes moyennes et les parcours sportifs antérieurs étaient plutôt source de désillusion et leur engagement en Ultimate répondait à leur recherche d'un espace de pratique convivial. Et ce loisir, en fait, leur permettait de se distinguer des pratiques populaires fortement différenciées d'un point de vue sexué et effectivement d'afficher une certaine distanciation à l'égard de la compétition parce que, par ailleurs, leur parcours de sportif faisait qu'ils n'avaient pas été très distincts, enfin, n'étaient pas dans la capacité de se distinguer, en tout cas, sur cette pratique-là. Alors, comment ça se joue en EPS? On sait bien, il y a beaucoup d'auteurs qui ont déjà montré ça, que le choix des activités enseignées en EPS n'est pas neutre, puisque ces activités renvoient à des représentations et des modèles corporels socialement situés et connotés d'un point de vue du genre. Alors, on va pas se mentir, c'est pas nouveau, je vais faire très vite. L'un des rôles de l'école est de transmettre une culture qui, ce faisant, devient un savoir légitime. Et on le sait, la culture scolaire est relativement proche de la culture des classes moyennes et favorisées. Alors,
moi, je vais faire un pas de côté. Là, je vais te répondre un peu indirectement à travers l'étude que j'ai menée avec un prof de PS. C'est l'article que tu citais tout à l'heure dans la revue EPS. Donc, c'est un enseignant qui a enseigné en collège REP+, qui enseigne Ultimate et qui considère que c'est une activité intéressante, une pratique collective intéressante, parce qu'elle peut, selon lui, limiter certaines réticences, parce qu'elle est peu connue par les élèves, entre autres. Ça, c'est un des arguments. Mais donc, il évoque les imaginaires entourant les sports collectifs, notamment le football, les aspects techniques et la réglementation liée à l'évitement des contacts. Et je vais le citer, si tu me permets, je vais prendre le temps de le citer, je trouve ça intéressant. Il dit, déjà, tu n'as pas tout l'imaginaire sport de filles ou sport de garçons, ça permet de s'éviter les petits drames que tu peux avoir en danse ou en rugby avant même d'avoir commencé à les faire pratiquer. Après, tu n'as pas non plus tout l'imaginaire produit par les médias autour des sports collectifs qui finalement mettent en valeur l'exploit individuel plutôt que le collectif. On va voir en boucle les exploits de Ronaldo, le dunk de LeBron James, mais pas le schéma stratégique de l'équipe. Avec l'Ultimate, les élèves n'ont pas ces images qu'il faudrait déconstruire pour commencer à travailler les aspects véritablement collectifs. Donc ces réflexions, j'ai trouvé qu'elles allaient dans le sens de nombreux travaux en sociologie des quartiers populaires urbains qui montrent l'importance de la pratique du football dans les cités. Donc une pratique qui, au-delà de l'engouement, bien sûr, qu'elle suscite chez les jeunes, et notamment chez les jeunes garçons, participe de logiques de distinction et de classement entre garçons au sein du quartier. C'est-à-dire ceux qui jouent ou non en club, ceux qui font du foot en pied d'immeuble ou non, ceux qui regardent les matchs à la télé ou qui vont au stade, voir les... voilà, etc. Donc en fait, faire le choix de ne pas faire du football, dans son cas, en tout cas, je parle de cet enseignant, c'est moins, il me semble, un choix qui dénigre les pratiques populaires qu'un choix qui permet de neutraliser ces enjeux et notamment les hiérarchies que le football induit. Donc, je cite à nouveau l'enseignant, il dit « Face à l'hétérogénéité de ma classe, l'Ultimate, c'est parfait. C'est une pratique qu'ils ne connaissent donc pas. Ils sont tous au même niveau, même si les footballeurs ont un sens du jeu collectif. Là, ils perdent leur repère, en tout cas sur les premières séances. Parce qu'avant de pouvoir jouer, se déplacer et marquer, il faut maîtriser le lancer du frisbee. Et là, ça nivelle. Pour devenir performants, ils sont obligés d'écouter mes conseils et les consignes. S'ils n'écoutent pas, ils ne progressent pas. Donc, en fait, voilà, l'intérêt de la pratique, en tout cas pour lui, elle est là en termes de nouveauté. Il parle aussi des effets... il réfléchit aussi en termes de problématiques de genre. Moi, c'est un enseignant, c'est pareil, hein, il travaille cette question d'égalité entre les sexes dans toutes les activités. C'est pas que en Ultimate. Mais l'Ultimate, il y voit un intérêt spécifique. Il trouve que c'est une activité qui favorise, qui facilite ça. En football, il fait pas de football, mais je l'ai observé en handball, en basket. Il fait aussi ce travail-là, mais ça nécessite quand même un travail préalable, peut-être selon lui un peu plus préparatoire à la mixité. Et donc il explique aussi, notamment en 4e et 3e, que l'Ultimate permet de ne pas avoir à gérer toutes les situations de jeunes adolescentes liées au contact physique filles-garçons, même si bien sûr ça c'est pas des spécificités liées au quartier. Il parle aussi, ça me semble important, de la mise en scène de la virilité, qui peut s'exprimer par une suractivité dans le sport. Voilà, il dit il y a toujours des sportifs face aux nouvelles pratiques qui courent partout pour compenser leur manque de sens de jeu. Et ça trouve rapidement ses limites selon lui, parce que en Ultimate, parce que si tu sais pas manier le frisbee, tu vas vite t'épuiser pour rien et on verra vite ton manque de technicité. Si tu ne sais pas lancer le frisbee, il tombe et tu peux vite être ridicule. Donc finalement, je conclue là-dessus, hein, cette pratique permet de faire participer plus facilement aussi les non-sportifs pour lui. Et je le rappelle, statistiquement, ce sont souvent les filles. Il dit comme tu peux pas marcher avec le frisbee, tu es obligé de jouer avec les autres, sinon il se passe rien. L'avantage aussi, c'est que le maniement du frisbee est relativement simple et je dirais sans douleur. Je pense par exemple au volley. Tant qu'on ne maîtrise pas le ballon, les passes, les manchettes, tu ne peux rien faire sur le terrain. Et puis les élèves ont mal aux doigts, aux avant-bras. Il y en a toujours qui finissent par abandonner. Avec l'Ultimate, on est plus vite dans la notion de plaisir. Rien ne rebute a priori les moins motivés par le PS. Voilà, donc moi, il me semble que, en prenant l'exemple de cet enseignant, l'Ultimate fait par un enseignant qui en a absolument rien à faire de cet objectif de
d'égalité entre les sexes et qui va faire de l'ultimate en séparant les filles et les garçons. Bon, bah, faire du foot de l'ultimate, c'est la même chose. En revanche, quand on est face à des enseignants qui ont une vraie réflexion sur cet objectif-là, en tout cas, m'a semblé que la réflexion de cet enseignant était intéressante et que c'était une pratique qui pouvait présenter un certain nombre d'avantages, notamment au milieu populaire, pour neutraliser les effets des enjeux des hiérarchies qui se jouent beaucoup sur le football quand même dans les quartiers. Merci Karine Garandet. Je rappelle que tu es donc maître de conférence à Lille et que tu travailles depuis plusieurs années sur ces questions à la fois de genre, mais aussi que tu as croisé avec la question des classes sociales, donc les garçons, les filles, des milieux populaires, comment tout ça se travaille pour tendre vers plus d'égalité. On a bien compris que c'était ta visée aussi, on va dire, sociale et politique. Alors, Renaud Cara, je me tourne un peu vers toi, prof de PS. Cette question-là, cette discussion, programmation du football, programmation ultimate, c'est forcément les opposés dos à dos, mais plutôt en termes de réflexion sur les arguments qui sont évoqués en salle des profs de PS finalement, hein, ou dans les discussions. Est-ce que pour toi ça résonne ou est-ce que faux débat, fausse discussion? Alors non, pas faux débat, parce que je pense que la programmation, elle a forcément un sens. Alors elle a un sens d'équipe, elle a un sens personnel, elle induit beaucoup de comportements et elle induit, on va dire, des projets qui emmènent les élèves dans certaines directions. Et il ne faut pas opposer la programmation de l'Ultimate à celle du foot. Cependant, c'est vrai que Karine a dit une chose très intéressante, c'est le confort des représentations. Donc la programmation de l'Ultimate, ça met vraiment l'enseignant dans une posture, mais pour le coup, presque hiérarchique. Alors non pas pour que l'enseignement soit purement vertical, mais juste parce que c'est à lui d'apporter les contenus. À part quelques spécialistes très très rares ou des élèves qui ont éventuellement touché un disque dans des centres de loisirs ou pendant des vacances, on ne peut pas dire que la démographie des clubs d'Ultimate permettent à beaucoup d'élèves d'y participer. Donc le confort des représentations, c'est un premier élément. Le deuxième que je mets en avance quand même sur l'intérêt de la programmation de l'Ultimate, c'est une notion qui a été légèrement abordée, mais le marquage individuel permet de niveler les différences entre les élèves. Pour deux raisons. La première, c'est que dans un premier temps, on va orienter les formes de groupement, donc les équipes qu'on fait pour mettre les élèves en pratique, nous-mêmes, afin de mettre différents niveaux au sein d'une équipe. Et dans un deuxième temps, on va demander aux élèves eux-mêmes de choisir sur qui ils vont défendre. Donc cette notion de marquage individuel, elle permet de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Les élèves n'étant pas dupes, et généralement, ils ont une assez bonne lecture quand même des niveaux, et d'eux-mêmes, ils vont se mettre au marquage sur un joueur qui est à peu près de leur niveau, à peu près. C'est-à-dire que l'élève qui est le plus débrouillé en Ultimate, généralement, il choisira à défendre sur l'élève qui est le plus débrouillé dans l'équipe adverse. Donc ça, c'est une chose que je trouve importante et qui est liée aussi d'ailleurs à la distance entre les corps, hein, qui a été abordée. Par contre, moi en EPS, donc mes équipes peuvent être mixtes ou pas, hein, c'est pas forcément quelque chose d'ailleurs que je mets toujours en place. Mais dans le cas d'équipe mixte, j'autorise totalement un garçon à défendre sur une fille et inversement. Les choses peuvent se faire. Donc là, on est vraiment sur les élèves qui voient eux-mêmes si d'une manière physique et technique, ils vont pouvoir défendre sur un joueur de leur niveau ou pas. Mais il n'y a pas de règle sur un garçon qui doit défendre sur un garçon ou une fille contre une fille. Dernier élément sur la programmation de l'Ultimate, je trouve qu'on parlait de mixité, donc la mixité de niveau et les ressources physiques notamment qui peuvent être envisagées dans les cours, c'est que ça valorise beaucoup les élèves qui sont a priori en difficulté. Et on revient encore sur cette notion de passe. Bon, l'Ultimate, il peut pas se jouer seul. Pour marquer un point, on a forcément besoin de l'autre. Et on voit dans notre discours qu'en fait, la maîtrise technique du disque va conduire les meilleurs joueurs, non pas à marquer le point, mais à réaliser la passe décisive. Et là où c'est assez valorisant pour l'élève, c'est que finalement, si on utilise un système de points avec la première équipe qui marque 3 points, eh bien, l'élève qui va terminer le match, qui va conclure le match, qui va déclencher l'arrêt du match, c'est celui qui va catcher le disque en zone. Et ce sera donc pas forcément le meilleur joueur, mais peut-être l'élève le plus en difficulté. Et je trouve qu'au niveau des représentations sur qui fait gagner, au niveau des émotions sur qu'est-ce que je permets de vivre, c'est moi qui ai arrêté le match, c'est moi qui permets à mon équipe de gagner,
je trouve que c'est un argument assez fort pour permettre à une équipe de choisir l'ultimate en programmation. Merci Renaud. Bon, désolé, je vous presse un petit peu parce que le temps tourne. Alors, Christian, dans Couturier, donc toi, tu es membre du bureau du centre EPS Société et tu as écrit un article dans la partie controverse. Presque, on aurait pu l'intituler Les mauvaises raisons de programmer, les mauvaises raisons qui conduisent à programmer l'ultimate à l'école. Et alors, dans ton article, tu évoques 2 mythes, qui est le mythe de la modernité et de la supériorité de l'ultimate. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ces 2 mythes que tu essaies de déconstruire dans ton article? Oui, alors en fait, quand on travaille un contre-pied comme celui-ci, on creuse un sujet, en l'occurrence c'est l'ultimate, et en même temps on essaye de voir un peu ce que ça nous dit de l'éducation physique. Et en même temps, dans ce travail-là, ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions et à relativiser des fois un certain nombre de choses. Et en contactant pas mal de collègues qui font de l'ultimate, on a pu se rendre compte que finalement, on en arrivait à présenter finalement l'ultimate comme une super activité qui qui pouvait être amenée à supplanter un petit peu toutes les autres. Et donc ça m'a interrogé, quoi. Ça m'a interrogé et je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est que la question du rapport à l'ultimate ou est-ce que ça existe? C'est une thématique qui existe depuis toujours, dès lors qu'on parle programmation à l'intérieur d'une équipe. Alors moi, je dirais quand même, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que je dirais tout enseignant a un rapport émotionnel, en tout cas en tant que pratiquant ou en tant qu'enseignant, il a un rapport à une activité. Moi, je me souviens avoir plein de fois entendu des collègues dire « Ah, moi, j'aime pas cette activité-là, je préfère celle-ci, je préfère celle-là, etc. » en donnant tout un tas d'arguments qui, en fait, ne sont que des arguments de son propre vécu. Mais on veut donner une certaine supériorité à ce genre. Or, quand on se base et quand on essaye de regarder les questions, je dirais, strictement éducatives et qu'on se préoccupe de la question de la réussite, etc. Chaque activité, finalement, chaque APSA a son lot, je dirais, d'intérêt, de particularité, d'originalité, et de vouloir les classer et de les mettre en hiérarchie, c'est un peu se poser des problèmes qui, à terme, sont insolubles. Est-ce que le fait de faire travailler sans contact, c'est supérieur au plan éducatif à faire travailler les contacts? Bon, alors évidemment, moi, je suis qui était judoka, handballeur, etc. J'aurais tendance à dire, ça m'a beaucoup appris. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Je développe pas outre mesure, mais comment dire, la hiérarchisation des disciplines sportive ou artistique, et du point de vue, me semble-t-il, en prenant un peu de recul, est un peu une impasse. Montrer l'intérêt et les particularités de chacune est et ça c'est comment dire, ça s'est largement développé dans le cadre du numéro et puis de ce que les uns et les autres disent ici. Donc c'est incontestable. Mais là où je dis il y a un problème, c'est quand à l'intérieur de ce qu'on nous oblige à faire, parce que il faut rajouter à ça les contraintes institutionnelles. Les problèmes aussi de hiérarchisation des disciplines viennent parce qu'à un moment donné, on a mis tous les jeux pratiquement dans le champ 5 de ce qui s'appelle aujourd'hui le champ 5. Et comme il faut programmer tout, finalement, tous les jeux arrivent dans le champ 4, pardon. Tous les jeux arrivent en concurrence les uns par rapport aux autres. On peut pas faire à la fois, en tout cas par exemple pour le bac, on peut pas programmer à la fois le football et l'ultimate. Il faut choisir entre les deux. Et donc, je dirais que d'une certaine manière, ça nous a amené à se poser ces questions-là. Et je pense que il y a un petit peu une impasse à essayer de démontrer que c'est un petit peu comme si un prof d'histoire disait moi je vais choisir. Je trouve que enseigner la Première Guerre mondiale au plan éducatif, c'est vachement mieux que la guerre de 100 ans ou que la Révolution française. Non, c'est pas plus intéressant. C'est simplement qu'à un moment donné, ça a des caractéristiques différentes et les objets de savoir sont pas forcément les mêmes. C'est le mythe de la supériorité. Ça, c'est le mythe de la supériorité. Alors, et le mythe de la modernité. Le mythe de la modernité, là aussi, je me suis interrogé. Je me suis dit
est-ce que les activités modernes ont une valeur finalement plus importante que les autres? Alors, dans notre histoire, on a eu plein de débats sur ces sujets-là. Moi, quand je suis arrivé dans la profession, c'est-à-dire dans les débuts des années 80, le grand sujet, c'était les activités nouvelles. On appelait ça les activités nouvelles. Il fallait trouver... Bon, on sortait de la période des activités, des sports de base, hein, les 4-5 sports de base. Et donc, on voulait trouver des... Et la modernité en tant que telle, est-ce qu'elle a une véritable valeur? Pas forcément. Est-ce que là aussi, le fait que ça soit nouveau vient donner une valeur positive à l'activité qui va arriver? Alors, effectivement, je dirais que ça, c'est peut-être quelque chose qui professionnellement est intéressant, c'est-à-dire que quand on enseigne, et je pense que tout le monde est dans le même cas de figure, au bout d'un moment, il y a une certaine routine qui s'installe. Il y a une programmation qui tourne dans un établissement scolaire, etc. Et on s'aperçoit que tout le monde, ça ronronne, bon, etc. Et l'idée du nouveau, elle vient quand à un moment donné, on veut sortir un peu de ce cadre-là et chercher des choses qui nous déstabilisent un petit peu, ou en tout cas qui nous amènent un petit peu de renouveau intellectuel et de réflexion sur... Et donc, on recherche de la nouveauté. Mais la nouveauté, ça peut être une activité ancienne qu'on n'a jamais programmée dans cet établissement-là. Bon, ça c'est voilà. Donc il y a une forme d'idée que le moderne serait plus intéressant. Moi, j'y crois pas trop. Là où il y a une chose qui m'intéresse particulièrement, en tout cas dans le cadre des travaux qu'on mène aux entre PS et sociétés et au SNEP aussi d'ailleurs, c'est le fait que l'activité étant plus récente, on a accès finalement à le pourquoi du comment de l'existence des règlements. C'est-à-dire que on a accès plus directement que des sports très anciens, même si on a des éléments historiques qui nous permettent de le dire, à comment comment se construit un règlement et là on s'aperçoit que quand dans le cadre précis de l'Ultimate, il y a des volontés. C'est-à-dire, il y a une activité humaine qui consiste à mettre en place des valeurs, etc., au travers des règles de ce jeu-là. Et donc, par rapport aux gens qui disent ouais, mais les APSA, on s'en fiche, ça n'a pas de valeur, c'est la valeur, c'est ce qu'on y met, etc. Là, quand on regarde l'Ultimate, on entend le discours inverse, c'est-à-dire les règles qui ont été mises en place, elles traduisent justement la volonté de faire jouer en mixité, de pas faire à travers le fait de pas être en contact, de pouvoir permettre à des débutants de jouer malgré tout, etc., etc. Donc, il y a effectivement ces valeurs-là qui sont traduites dans l'Ultimate. Et donc, l'Ultimate a évidemment tout un potentiel énorme. Et enfin, quand je dis dernier point sur la question de la modernité, encore une fois, moi, dans le début des années 80, on faisait faire de l'Ultimate en EPS. Donc, c'est plus si moderne que ça, je dirais, du point de vue de l'arrivée de l'activité. Alors, justement, donc c'était un contrepoint pour relativiser. Voilà, c'était pour réfléchir à un certain nombre de choses qui peuvent se traduire dans l'éducation physique sur d'autres types d'activités ou qui peuvent se transférer sur d'autres types de problématiques. Alors, dans ce qui est avancé, hein, dans la littérature professionnelle, mais aussi dans les pratiquants, l'une des valeurs fortes, c'est la question de l'auto-arbitrage. Alors là, on pourrait dire de façon un peu très humoristique que ça a posé un vrai problème pour le maître baccalauréat, puisque du coup, on va pas pouvoir évaluer les arbitres. Donc, non, mais plus sérieusement, dans cette question-là de l'auto-arbitrage, est-ce que tu considères que vraiment on est sur une spécificité de cette activité-là? Mais quand on regarde l'éducation physique et sportive aujourd'hui, on voit que quand même l'auto-arbitrage est majoritairement développé dans beaucoup d'autres activités. Donc, est-ce que ça ne devrait pas nous inviter à généraliser finalement cet auto-arbitrage qui semble très développé et valorisé dans l'Ultimate et pour autant très développé, pas du tout valorisé dans d'autres activités? Ben, moi, justement, dans ce questionnement autour de quand on a construit le numéro et sur les échos que ça pouvait engendrer dans le rapport à l'éducation physique et à ce qui se passe, moi, la première chose qui m'est venue quand j'ai entendu parler de l'arbitrage, bon, de l'auto-arbitrage, j'en avais évidemment entendu parler avant, mais c'est de me dire, mais en fait, l'auto-arbitrage, c'est d'abord un truc de prof de PS, et Karine Guérandel en a reparlé tout à l'heure. Oui, c'est un truc de prof de PS. Pourquoi? Parce que quand on a une classe nombreuse, quand on a une activité sport collective, et quand on veut privilégier malgré tout le jeu,
et non pas le fait que les élèves ils attendent 3 heures qu'on règle tel ou tel problème. La question de l'auto-arbitrage est venue, je dirais, naturellement comme un outil pédagogique pour faire jouer tout le monde, et en plus dans des espaces qui peuvent être contraints à un moment donné. Donc pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais de toute façon l'auto-arbitrage c'est un truc de prof de PS à la base. Alors que ça vienne aujourd'hui dans une dans une activité, que ça se traduise dans les règlements et de la pratique, tant mieux. Mais je dirais, voilà, pour moi, je me suis dit, finalement, rien de nouveau, sauf que là, c'est institué, et que donc, bon, ça a son intérêt. Mais du coup, effectivement, ça peut nous inciter à nous poser la question la réflexion que tu avais, c'est-à-dire de se dire, mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux généraliser l'auto-arbitrage dans toutes les activités, plutôt que de suivre le chemin que le PS officiel nous a amené à faire avec les fameuses AFL en lycée, là, où finalement, on a mis en place l'arbitrage dans toutes les autres activités de sport collectif, tout en sachant pertinemment qu'on n'y arriverait pas bien, parce que quand on a 36 élèves dans une classe de terminale ou de première, qu'il faut les faire tous passer, et qu'on a 10 semaines de pratique, de condition que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de séance qui saute, finalement, on n'y arrive pas bien. Et c'est aujourd'hui, enfin, moi, à mon avis, je veux bien qu'on me démontre que c'est possible, mais j'y crois pas. Ça se fait pas bien. Et chacun bricole avec ça. Donc oui, il faudrait au contraire s'appuyer sur l'ultimate en disant, vous voyez, c'est possible. Et d'ailleurs, de toute façon, dans le milieu, je dirais extérieur à l'école, la FSGT a fait ça depuis aussi maintenant longtemps, avec notamment le foot, et ils ont montré que c'était possible à grande échelle avec des jeunes de faire du foot auto-arbitré. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, et qu'il faut le développer. Ou alors, si on veut qu'on fasse de l'arbitrage dans les autres activités de sport collectif, qu'à ce moment-là, on nous donne des moyens et qu'on passe à 4 heures, au moins 4 heures de PS par semaine au lycée. Ça sera très bien. Avant de passer un peu sur le côté des pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves? Peut-être, Jérôme, une réaction par rapport à ce que tu as entendu dans les différents intervenants au regard du numéro que tu as coordonné sur l'Ultimate? Oui, par rapport à la question précédente, là, celle de la programmation de l'Ultimate, et est-ce que et le positionnement de Christian, moi je partage ses arguments, hein. Je trouve que tous les sports collectifs sont évidemment intéressants en éducation physique. Moi, mon identité, elle est ancrée notamment dans le handball, donc j'avais quand même envie de rendre compte de mon expérience de prof en STAPS, où je me suis progressivement, donc j'enseigne le handball depuis très très longtemps, le basket, le football, et plus récemment, il y a 5-6 ans, je me suis lancé dans l'Ultimate. Et j'ai quand même constaté, là c'est pas scientifique, hein, c'est mon expérience de formateur, d'enseignant, j'ai constaté des effets qui me semblent particulièrement intéressants. Alors, groupe de STAPS, tous les étudiants s'engagent, tous et toutes, pleinement. Les spécialistes de sport co, parce qu'ils retrouvent quelque part certains éléments de similitude, mais aussi les non spécialistes, les étudiants et les étudiantes. J'ai fait des cycles parfois où je commençais avec un sport co et ensuite je basculais sur l'Ultimate, et j'ai vu des différences dans l'engagement notamment de certaines étudiantes. J'ai vu aussi des progrès vraiment surprenants au niveau technique, dans les lancers, dans les réceptions, en termes de marquage, de démarquage. Et aussi, alors notamment, je pratiquais sur un terrain synthétique de qualité au printemps, quand il fait beau, etc. Mais il y avait une ambiance qui était vraiment intéressante. Donc, j'enseigne, moi, tous les sports co, je suis handballeur, Christian parlait du rapport émotionnel, voilà, c'est le handball. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant à explorer dans l'Ultimate, on va le dire comme ça, pour les profs de PS. Ensuite, en ce qui concerne
l'auto-arbitrage, j'ai travaillé, moi, avec un collègue qui s'appelle Stany Poirier, et il parle très, très bien de ça. Quand il parle de l'esprit de l'ultimate et du rapport à la règle, lui, il le présente comme une révolution copernicienne, c'est-à-dire que ça change vraiment beaucoup de choses. Alors certes, ça existe dans d'autres sports collectifs, mais en ultimate, c'est un élément fondateur. Et je pense effectivement, comme l'a dit Christian tout à l'heure, que ne serait-ce qu'en termes de faisabilité, c'est aussi beaucoup plus intéressant que de travailler le rôle d'arbitre. Le rôle d'arbitre, c'est classique, c'est intéressant, mais c'est quand même très, très problématique, hein. Moi, quand je fais des cycles de handball, faire travailler tous les élèves, hein, tous les étudiants, en les faisant passer régulièrement arbitre et tout, c'est difficile. Alors que l'auto-arbitrage, de fait, simplifie cette modalité organisationnelle. Et puis, clairement, c'est une visée démocratique du rapport à la règle. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui décide, mais la décision, elle est partagée. Et dans le contexte actuel, c'est pas mal quand quelqu'un ne prend pas la décision de manière unilatérale pour tout le monde. Voilà, je terminerai sur un dernier point. Parfois, l'ultimate, ça a été un débat fort aussi pendant nos échanges. L'ultimate est programmé, mais justement uniquement au regard de l'éducation à la citoyenneté, parce que c'est associé à ces valeurs de fair play, le dialogue, l'écoute, et donc l'auto et le co-arbitrage. Donc, en tout cas, au centre EPS et Société, on tient quand même une autre ligne, c'est l'idée que ces dimensions sont intéressantes, mais elles doivent s'imbriquer avec un projet de progression dans le pratiquant, c'est-à-dire au niveau technico-tactique. Et c'est ça qui doit néanmoins fonder les cycles d'Ultimate, ou en tout cas, il doit y avoir véritablement une articulation. Un dernier point, Bruno, ce qui est pas mal, en handball, quand on met des arbitres, les rôles sociaux, ils sont séparés des pratiquants. En ultimate, ou quand on fait du co- et auto-arbitrage, en fait, il y a une fusion. Les pratiquants et les arbitres, ce sont les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très intéressant. Merci Jérôme, même si joueur, on peut considérer que c'est le rôle social principal du jeu, et on oublie souvent de le dire, et on pense toujours le rôle social en dehors de l'activité. Alors, Christian, un commentaire, mais très court, parce que ensuite, je voudrais qu'on termine cette soirée par finalement, mais comment on s'y prend avec les élèves, avec Renaud Cara. C'était juste un mot par rapport à ce que j'ai dit, qui pouvait sembler être un contrepoint. C'était simplement pour mettre le focus sur le fait que, à un moment donné, il faut chaque APSA, et là la démonstration est faite avec l'Ultimate, est l'occasion d'une éducation physique intéressante, enfin en tout cas de qualité, pour autant que les gens qui enseignent connaissent bien l'activité, maîtrise les enjeux, comment dire, toutes ces caractéristiques, et que deuxième chose, comme vient de le dire Jérôme, on a un temps suffisamment long. Vous savez que nous on plaide pour un allongement important des temps d'enseignement, hein, des temps de pratique des élèves, et que donc on a un temps qui permettent aux élèves de se projeter sur des transformations notables. Donc voilà, c'était juste pour ajouter ça en précision. Merci à tous et toutes de vos différentes interventions. Alors Renaud, toi tu es prof de PS donc dans l'académie d'Aix-Marseille, et tu as réalisé un article dans la revue Contre-Pied où tu insistes justement sur la passe comme un moment, comme quelque chose d'important, hein. Alors, mais moi j'ai envie de te dire, pourquoi accorder autant d'importance finalement à la passe? Est-ce que tu accordes autant d'importance sur la passe dans l'enseignement que tu peux réaliser, par exemple du basket ou du handball? Voilà. Est-ce que tu peux essayer de nous dire de façon un peu ramassée, je suis désolé de te mettre un peu la pression temporelle, mais voilà, pourquoi la passe? Alors, je suis désolé, mais même dans une réponse ramassée, il va y avoir besoin de propos liminaires. Je suis désolé. La passe, c'est pas un préalable, c'est pas un prérequis. On peut rentrer dans l'Ultimate sans savoir faire une passe. On va pas verser dans du technicisme à faire pratiquer juste des passes.
Mais alors pourquoi? Parce que les élèves débutants, ils arriveront quand même à jouer en Ultimate en opposition. Alors ils tenteront des passes un petit peu plus anarchiques, mais avec des moyens, avec des gestes, avec des techniques non académiques, le disque il pourra quand même circuler. Donc la belle passe ne conduira, enfin c'est pas un préalable. On peut commencer à jouer au disque sans savoir faire une jolie passe. Par contre, la passe mal maîtrisée techniquement, elle va poser des limites dans l'évolution du cycle, dans l'évolution du niveau de l'élève et dans l'objectif en fait qu'on va assigner à notre cycle en fait. Où est-ce qu'on veut aller? Alors si c'est juste réussir une passe, ça va être là pour le coup assez techniciste, mais il faut que la passe elle soit au service des intentions qu'on va avoir derrière. Juste pour finir ces propos, ce qui est sûr, c'est qu'en Ultimate, il faut haïr que le disque soit au sol, en fait. Et pour haïr que le disque soit au sol, il faut être capable de réaliser la passe la plus jolie possible, en tout cas la mieux réussie possible. Et ça, c'est une différence qui est fondamentale avec les autres sports co, où l'engin peut, alors dans les limites de l'espace, hein, bien sûr, donc dans les limites du terrain, mais l'engin, dans tous les autres sports co, peut se balader en roulant, en rebondissant, en allant de main en main, ce qui n'est pas le cas avec le disque. Le disque qui tombe au sol, ça arrête de facto le point. Alors, pourquoi insister sur la passe et pourquoi lui donner de l'importance? D'abord, la spécificité de l'engin. On y revient, mais c'est ce qui met en fait tous les élèves à égalité, c'est que quand on n'a jamais touché un disque, je suis pas meilleur qu'un autre. Alors je suis pas meilleur qu'un autre pour l'envoyer. Il y a des élèves qui sentiront ce côté un peu intuitif et qui enverront immédiatement un disque à plat. Mais la spécificité de l'engin, elle fait que la passe, c'est le premier élément qu'on va leur apprendre. Plusieurs paramètres. Un paramètre qui est donc numéro 1, ce sera l'inclinaison du disque qui va donner la trajectoire. Donc on commencera bien sûr avec des trajectoires le plus rectilignes possible en essayant de laisser bien le disque à plat. Et puis au fur et à mesure des niveaux qui changent, on fera expérimenter. Donc là, il y a aussi cette notion d'expérience, d'émotion, d'expérimentation, où le disque incliné va décrire différentes courbes. Et Jérôme en a parlé avec les fameuses belles trajectoires et les trajectoires qui procurent des émotions. Même si après, on verra qu'en fait, ces émotions, elles sont au service du jeu puisqu'elles permettent d'éviter des adversaires et que donc, à haut niveau, à travers différentes trajectoires, on pourra déstabiliser une défense. Donc, paramètre numéro 1, l'inclinaison. La deuxième, ce sera la rotation du disque. Et là, donc, il va falloir donner des contenus très précis. Pour la stabilité du disque pendant le vol, ça, c'est la rotation. Et puis, la dernière chose sur laquelle on travaillera avec les élèves plutôt de niveau débutant, c'est donc le moment où on lâche le disque, qui là détermine la direction, un peu comme au lancer de disque dans une cage, qui donnera la direction que va prendre le disque en sortant de la main. Donc, inclinaison, rotation et moment du lâcher. Peut-être tu m'arrêtes, est-ce qu'on a du temps ou pas du temps pour regarder des petites vidéos? Il y en a pour 1 minute. Sinon j'enchaîne et je développe d'autres peut-être une vidéo qui peut, dans les types de passes. Alors, tout le monde connaît le revers souvent, mais il y a d'autres types de passes qui existent. Et voilà, si tu peux, en nous présentant un type de passe particulier, nous dire, mais qu'est-ce que tu proposes aux élèves ensuite pour qu'ils s'approprient cette passe-là? Comment tu la mets en vie dans tes cours? D'accord. Alors, donc le revers, qui est en effet le coup le plus intuitif, que les élèves vont réussir le plus facilement au début. Deuxième coup possible, c'est le coup droit, donc le side. Et donc ce coup droit, peut-être la vidéo ou pas. Sinon, en fait, le coup droit, là, on est presque sur de la motricité fine. En fait, le placement des doigts va être primordial avec le maintien du disque à plat. Ce que je propose moi aux élèves en premier contenu, c'est de garder un coude très proche du corps pour qu'il y ait le moins de mouvements parasites possible. Et voilà, un coup droit, magnifique. Donc le coup droit vous voyez, c'est assez contre-intuitif. On n'en a pas parlé de l'intuition en Ultimate, mais on voit que le lanceur droitier, voilà, parfait, cette image était parfaite, met son pied droit en avant. Donc il est en appui sur le pied droit, il est à l'amble. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Si ce n'est en escrime ou sur quelques coups du badminton en allant chercher des vols en bas. Mais globalement, être à l'amble, c'est quelque chose qu'on voit très peu en EPS. Ça, c'est pour la motricité du bas du corps. Et le placement des doigts, avec 2 doigts sous le disque. Le 3e doigt qui va être primordial pour donner cette fameuse rotation. Le 3e doigt va donner de la rotation qui va permettre la stabilité du disque en vol. Alors, je ne sais pas si on peut mettre pause, si le réalisateur peut nous faire ça, ce serait vraiment magnifique. Mais le moment où il a les doigts, où on voit par la caméra du dessous le positionnement des doigts, on est là sur un contenu vraiment très simple à
à donner aux élèves et qui est assez vite compris. Alors, en fait, il y a un troisième doigt. Bon, peu importe, passons sur les doigts, c'est pas très important. Enfin, si, c'est très important, mais en tout cas, c'est pas. Il y a d'autres éléments à développer sur la passe. Donc on en sur la question des doigts, mais alors maintenant, toi, dans tes cours, comment qu'est-ce que tu proposes à tes élèves pour qu'ils s'approprient ça, puisque tu sembles insister sur la place sur la passe comme un moment important de tes voilà, séances. moi, ce que je propose, c'est de mettre en place un rituel à chaque séance, en fait, avec un petit peu à la manière du champ d'apprentissage numéro 5, un cahier d'entraînement. En fait, c'est une fiche où l'élève écrit son nombre de répétitions réalisées. Alors, on peut mettre le temps qu'on veut, 30 secondes, 1 minute. Et l'objectif est qu'au cours de sa séquence d'enseignement, l'élève voit, en fonction du partenaire avec qui il est, s'il s'améliore sur le nombre de coups droits réalisés en 30 secondes. Donc ça, c'est un premier élément tout simple. Hein. C'est une espèce de routine qui est formalisée. Alors au départ, c'est une vraie situation d'apprentissage, puis ça devient une routine. Ça peut même être une forme d'évaluation. En fait, on évalue la progression de l'élève. Donc, petite situation complètement décontextualisée. Là, c'est du 1 avec 1, il n'y a pas d'adversité. L'objectif, c'est de réaliser un catch et de pouvoir le relancer derrière le plus possible en 30 secondes. Et puis, la deuxième possibilité, c'est de la mettre dans un contexte un petit peu d'opposition, en fait, sous forme de défi, où là, on pourrait, dans un couloir, mettre un lanceur et 2 joueurs au duel dans ce couloir qui doivent attraper le disque. Est-ce qu'il y a une... Voilà, donc avec différents points. Donc là, je vous présente rapidement ce petit schéma. On a un couloir avec différentes zones de points, 1 point, 10 points, 100 points et 1000 points. Le lanceur, là, qui est sur le côté, tout en bas, avec sa source de disques, une dizaine de disques. 2 équipes s'affrontent. On a les bleus contre les saumons, ici. Et on va demander au receveur d'annoncer la zone dans laquelle il veut recevoir le disque. Donc ça va mettre en jeu plusieurs choses. Bon, d'abord, les qualités physiques pour atteindre la zone le plus rapidement avant son défenseur. Ensuite, ça va mettre aussi en jeu la qualité du lancer. Qualité dans 2 aspects. Premièrement, la qualité sur le fait de réussir à atteindre la zone. Alors, quand je dis atteindre, ce n'est pas forcément en distance, hein, ça peut être la zone à 1 point, réussir à l'atteindre, c'est-à-dire bien la viser une zone. Et ensuite, être capable techniquement de choisir le bon lancer. Là, j'ai placé puisqu'on parle du side, hein, du coup droit, j'ai placé le lanceur côté droit. Donc, dans l'hypothèse où c'est un droitier, il est plus probable, en tout cas, il est plus conseillé qu'il réalise un coup droit pour laisser planer le disque et offrir une courbe plus facile pour le receveur. L'objectif pour le défenseur, ça va être de couper cette trajectoire. Donc là, ça permet aussi de mettre en place toutes les composantes du règlement qu'on a abordées, à savoir le non-contact, à savoir le marquage individuel. Et puis, on peut faire évoluer cette situation sous forme de défi avec tout simplement les 2 équipes qui s'affrontent, 20 lancers pour chaque équipe, et on voit l'équipe qui marque le plus de points. Voilà, ce qui est important à mon sens, pour vraiment qu'il y ait cette anticipation-coïncidence en fait, du lancer et que le catch se fasse au bon moment, c'est que le receveur annonce la zone dans laquelle il veut recevoir le disque. On n'est pas sur un disque qui est lancé au hasard et le plus rapide l'attrape en premier. On veut, comme dans un match d'Ultimate, que le disque soit lancé dans une zone particulière. Alors, on voit bien que là, dans la situation que tu proposes, il y a à la fois la passe courte, mais aussi la passe longue, hein, et qu'il y avait une valorisation par le nombre de points que tu proposes, puisque ça va de 1 à 1000 points, hein, ou 100 points, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai vu passer, mais l'idée que la passe longue est valorisée. Alors, parce que plus compliqué. Voilà, parce que pour le lanceur. On peut imaginer que là, on est sur finalement un premier cycle. Alors, nous, on pousse vraiment pour avoir cette idée d'approfondissement des activités. C'est-à-dire que c'est l'idée que l'ultimate, c'est pas fait une fois, puis après tu fais autre chose. C'est aussi l'idée que tu vas pouvoir faire l'ultimate peut-être sur 2 cycles, parce que tu choisis vraiment de l'approfondir comme une APSA qu'on trouve intéressante pour se cultiver sur une activité. Est-ce que tu peux nous proposer sur une passe longue, sur un 2e cycle, une situation que tu proposerais à des élèves pour qu'ils continuent justement à réfléchir, à étudier cette activité-là? D'accord. Alors, le
l'idée étant quand même de les mettre en opposition pour qu'ils aient un petit peu une part culturelle de l'activité, hein, la maîtrise technique individuelle, le progrès sur le sprint, sur le catch, etc. C'est intéressant. Mais il y a une situation qui peut être beaucoup plus globalisée, où, à la manière un petit peu du terrain de basket, différentes zones de lancer pour l'Ultimate Pass et exclusivement pour l'Ultimate Pass permettraient de marquer différents types de points. Donc moi, ce que je propose, c'est un système avec donc toujours nos bleus contre les saumons. Et je justifierai après pourquoi je le propose pas. En tout cas, je le propose pas avec ce système de points en match, mais je le propose que sur une situation que j'appelle globalisée, hein, où une équipe fait un certain nombre d'attaques. Donc voilà le système. Vous voyez donc le sens de l'attaque qui va ici de gauche à droite. La zone de marque pour les bleus est tout au fond à droite. Et plus il se rapproche de cette zone de marque et plus l'ultimate pass, donc la dernière passe, la passe décisive, est réalisée proche de la zone de marque, moins je vais marquer 2 points. Donc qu'est-ce que ça va induire comme comportement? Plutôt cette situation, moi je la propose donc en fin de séquence 2, mais plus souvent quand même en séquence 3, quand c'est la 3e fois qu'il maîtrise, hein, puisque j'ai différents objets d'enseignement en fonction du niveau. Mais ici, l'idée c'est de réaliser une ultimate pass la plus lointaine possible, donc qui mette en exergue la passe longue qui rapporte plus de points. Je propose 10 attaques pour une équipe. Alors, c'est important à mon sens que l'équipe parte de son en-but avec le disque. Je l'explique pourquoi. Donc là, je propose ce système à 10 attaques et pas un match. Parce qu'en le proposant un match et en l'expérimentant, je me suis aperçu que d'une manière assez, on va dire, intelligente et en contournant le règlement de ma forme de pratique, là, eh bien, l'équipe adverse effectuait un pull, donc un engagement, qui n'allait pas loin. Et donc, qui empêchait l'équipe qui allait récupérer le disque à faire un premier lancer dans la zone 1000 points. Donc, si je me fais bien comprendre, en fait, il truquait la règle en empêchant les adversaires de repartir de loin. Donc, voilà pourquoi je choisis de les faire attaquer 10 fois. Ils passent 10 fois. Les équipes ont le droit de marquer une seule fois 1000 points. Donc, pourquoi une seule fois 1000 points? Pour qu'on n'ait pas des scores trop forts et pour que des équipes qui passeraient sur cet exercice sans avoir un joueur capable de lancer 1000 points ne soient pas désavantagées. Donc, un seul 1000 points autorisé et on peut aussi limiter pour éviter que les disques volent et que finalement il n'y ait pas de jeu et que là on soit donc contre une logique du sport collectif, limiter à seulement 3 possibilités le nombre de lancers de la zone 1000. Hein, si j'autorise d'en faire 10 et qu'ils en tentent 10, ben peut-être que des joueurs de l'attaque ne toucheront même pas le disque dans cette situation. Enfin, pour maintenir une certaine égalité, je vais proposer une solution pour que les équipes qui n'ont pas de lanceur capable de lancer le disque à partir des 1000 points puissent quand même marquer 1000 points. Sinon, sur 10 attaques, c'est impossible d'atteindre les 1000 points si mes adversaires arrivent à l'atteindre. Et donc, je propose qu'une équipe qui arrive à valider 3 zones, 100 points, 10 points et 1 point, marque 1000 points. C'est-à-dire qu'on peut marquer 1000 points soit en réalisant une ultimate pass du fond du terrain, soit en réalisant les 3 zones validées 100, 10 et 1 point. Voilà, donc une forme de pratique qui pourrait mettre la passe longue. Là, tu joues à la fois sur le jeu court et le jeu long, tout en valorisant le côté jeu long par rapport à justement la bascule didactique que nous on propose. Exactement. Et juste, je termine cette situation-là. Donc là, elle est quand même décontextualisée parce qu'il y a 10 attaques, donc on n'est pas vraiment dans la culture où on attaque 10 fois, où on marque un certain nombre de points. Et donc, c'est tout à fait possible de la faire vivre en match. Je conseille, donc, pour éviter qu'en match, les petites formes de tricherie apparaissent, non plus de fonctionner avec 1000, 100, 10 et 1 point, mais 1, 2, 3, 4. Et donc là, la différence entre 1 point et 4 points étant moins grande, les mécanismes, entre guillemets, de triche, ou en tout cas pour empêcher l'adversaire de marquer trop de points, sont moins mis en jeu. Merci Renaud Carra, je rappelle que tu es enseignant de PS à l'Académie d'Aix-Marseille, d'avoir accepté de partager avec nous ce soir des situations que tu peux proposer. C'est vrai que c'est pas toujours facile de venir présenter et partager auprès de collègues. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à ne surtout pas hésiter à nous faire des propositions, à se rapprocher de nous lorsqu'ils ont envie de partager dans notre profession ce qu'ils peuvent réaliser. Alors, merci aussi à Jérôme Visioli, à Karine Guérandel, aussi à Lynn Mondio et Christian Couturier d'avoir participé à cette discussion, débat ce soir autour de l'activité Ultimate. J'espère qu'on vous aura donné envie, pour de bonnes raisons, de programmer l'Ultimate, de l'approfondir avec vos élèves, les garçons, les filles, que ce soit dans
l'ensemble des collèges et lycées aussi, un peu partout en France. Alors, pour finir cette soirée de l'éducation physique et sportive, je voudrais faire référence à une publication que vous allez bientôt recevoir, si ce n'est que vous avez déjà reçu. Le SNEP FSU, vous savez que c'est un syndicat de l'éducation physique et sportive et que nous sommes attachés à la qualité du travail, à ce qui peut être proposé aussi en EPS. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on souhaite aujourd'hui ouvrir à nouveau un débat qui semble complètement clos et fermé autour des programmes et de la certification. Et donc, on s'est décidé à se lancer et à proposer une publication spéciale à la fois avec des fiches programmes à l'intérieur de laquelle, par APSA, on a essayé avec un certain nombre de collègues de faire des propositions de programmes spécifiques dans les APSA. Qu'est-ce qui doit être appris en ultimate, en football, en basket, en athlétisme, en danse, en cirque. Voilà, donc plusieurs contributions de collègues, mais aussi, puisque vous savez que nous sommes attachés à une certification qui soit nationale et pas une certification locale, une certification maison qui amène à des grandes disparités. Puis en plus, une usine à gaz, ça me faisait sourire tout à l'heure quand Jérôme disait que il avait le plus grand mal à mettre en place l'évaluation. Même pas l'évaluation, il parlait de l'arbitrage des élèves à l'université. Alors, je vous laisse imaginer, parfois, en lycée, quand en plus on doit les évaluer sur 8 séances, ça devient de l'ordre du folklore. Donc, des textes aussi un peu d'analyse et de contribution pour notre idée de relancer la discussion plus largement au sein de la profession, mais aussi avec un certain nombre d'organisations, d'associations, d'universitaires pour pouvoir travailler et réfléchir ensemble. Alors, je ne peux pas finir cette soirée-là, finalement, sans évoquer un peu comme on l'a commencé, le mouvement social actuel. Bien sûr, les médias sont en train de dire que le mouvement social est en train de baisser, qu'on serait en train d'aller vers un arrêt et que finalement les gens seraient résignés. Il n'y a qu'à voir les actions et à discuter avec des personnes pour voir combien aujourd'hui la question du travail, la question de la qualité du travail, la question aussi de la retraite, donc du coup, c'est-à-dire ce moment-là où qui va continuer le travail, peut être est important pour le peuple de France. Et l'intersyndicale qui s'est réunie appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 13 avril. Et je crois qu'on ne peut pas finir cette soirée-là sans appeler et à mobiliser autour de vous et vous-même à le 13 avril, venir avec vos disques d'Ultimate pour manifester, et s'ils sont rouges, on mettra comme ça en même temps qu'on manifestera des cartons rouges sur ce 49.3 qui reste intolérable sur la façon dont la démocratie vit aujourd'hui. Merci encore à toutes et à tous et bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle soirée dans quelques temps. C'est-à-dire quoi EPS? Éducation physique et sportive. C'est-à-dire quoi EPS?